Bonjour et bienvenue dans Les Chevaux Explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, et je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins, et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti! Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode interview du podcast Les Chevaux Explorateurs. Et aujourd'hui, je reçois Milly Morin. Milly, elle est comportementaliste et elle s'est passionnée notamment sur tous les sujets autour de l'aspect comprendre comment fonctionne le cerveau du cheval et les neurosciences. Elle présente notamment une formation en ligne sur le sujet et plein de webinaires ces derniers temps. Et du coup, j'avais envie qu'on échange avec elle sur vraiment cette question de comment on peut prendre en compte l'individu cheval quand on échange avec lui. Milly, bienvenue à toi. Merci beaucoup, Émilie. Est-ce que tu voudrais prendre quelques instants pour te présenter? Absolument, merci. Moi, c'est Émilie, je viens du Québec, donc c'est beaucoup de personnes en Europe. Mon accent peut peut-être vous casser un peu les oreilles et mes expressions aussi, mais habituellement, les gens s'habituent assez rapidement. Moi, j'ai commencé dans le monde des chevaux maintenant, ça fait un bon petit bout, puis j'ai vraiment suivi un parcours que je dirais qui est traditionnel dans le sens où est-ce que j'ai commencé avec une équitation qui était très, très traditionnelle. Là où est-ce que je me suis un petit peu peut-être écartée du chemin normal des gens, c'est que j'ai rencontré des personnes qui travaillaient beaucoup ou qui prétendaient travailler sans conditionnement. Et à un moment donné dans mon cheminement, ça m'a interpellée. J'étais comme, ben oui, on est 100% avec le cheval et ses instincts naturels et on a fait zéro conditionnement. Puis à force d'aller dans cette direction-là, j'ai fait, ah, mais attends une minute, ça marche pas. J'ai continué mon parcours. Et je suis allée dans un autre extrême, je les ai toutes faites pour être capable de bien explorer qu'est-ce que ça fait. Donc, 100% renforcement positif, qu'est-ce que ça fait? Et encore là, j'ai fait, oh, OK, attends, il y a des choses qui ne sont pas expliquées de façon explicite dans les livres. J'ai travaillé sur le terrain comme comportementaliste au travers de tout ça pendant plusieurs années. J'ai arrêté parce que c'est un métier que j'ai trouvé étant difficile. Je me suis redirigée vers mon deuxième amour qui est l'humain et en 2019, j'ai sorti ma formation en ligne où est-ce que je mets les deux ensemble, où est-ce que mon but c'est de donner toutes les informations que j'ai récoltées sur le cheval, sur l'humain à un endroit pour donner un point de référence aux gens. Aujourd'hui, je travaille dans une approche où est-ce que je veux préserver le plus possible et développer le plus possible l'intégrité du cheval, de ses instincts, de tout ce que le cheval a pour être capable de fonctionner tout en ajoutant de façon éthique un niveau fonctionnel de conditionnement qui respecte le cheval dans comment son cerveau fonctionne, ses émotions fonctionnent, et idéalement l'humain et les activités qu'on veut faire avec lui. Donc, c'est un espèce de gros mélange qui peut être parfois complexe. Quand je travaillais sur le terrain, je me suis spécialisée dans les chevaux qui étaient traumatisés ou qui avaient des troubles sévères du comportement. Donc, mon approche est vraiment faite pour les chevaux qui ont des problèmes, mais quand un cheval n'a pas de problème, habituellement, c'est juste plus rapide et plus facile. Même chose pour un cheval qui est jeune puis qui n'a pas été traumatisé. Alors, voilà, avec quoi j'arrive aujourd'hui, puis j'aimerais ça vous parler des instincts, parce que c'est mon dada, mon bébé, le truc que je trouve le plus génial de toute la Terre. Alors c'est quoi un instinct? C'est quoi les instincts? Ah, les instincts, il y en a beaucoup. On- Tous ne sont pas utiles à travailler, genre l'instinct de reproduction, mais très peu utiles dans le cadre de mon En travail. effet. Certains instincts vont et viennent. Les instincts du cheval, ce sont tous les comportements qui sont relatifs à toute l'espèce. Tout ce que tout l'ensemble des chevaux vont démontrer comme comportement de façon spontanée. À ce moment-là, je vais parler d'instinct. Fait qu'est-ce qui est inné chez le cheval? On n'a pas besoin de lui montrer. Par exemple, le fait de se tenir debout, de marcher, de trotter, de galoper, sont toutes des choses que le cheval n'a pas besoin de, d'apprendre. Il se lève, il le fait. Point. Ensuite, ça peut se gâter. Mais à la base, c'est là. Euh, donc, j'ai fait un webinaire dernièrement où est-ce que je vais vraiment parler des instincts, mais
C'est ça. Fait que là, au niveau de la locomotion, ben, on en a aussi au niveau du fonctionnement, au niveau de la régulation émotionnelle, au niveau de la capacité du cheval à sortir de sa zone de confort, à interagir avec les autres. Il y a vraiment une grande gamme d'instincts qui vont être utiles à différents stades dans le travail. J'ai-tu répondu à ta question? Oui. Mais du coup, si c'est un truc qui est inné, qui est là chez les chevaux, pourquoi on le travaillerait? C'est quoi l'intérêt de travailler les instincts, d'utiliser les instincts quand tu travailles le cheval? Ah, si c'était si bien développé, ça n'aurait aucun intérêt. D'accord. Le problème étant que, comme c'est pas quelque chose qu'on permet au cheval de développer, pour plein de raisons, que ce soit parce qu'on considère ça comme l'expression de comportements problématiques, puis on les chicane, le fait que le cheval n'a pas l'opportunité de les développer, le fait que le cheval vit dans un milieu appauvri qui ne peut pas développer ses instincts, le fait que on le mette jamais dans des situations qui permettent à ces instincts-là de s'exprimer, pour ne nommer que quelques facteurs qui peuvent empêcher l'expression des instincts, ou le fait qu'on met tellement de conditionnement sur le cheval que on va venir éteindre complètement tous les instincts dans une certaine partie de son fonctionnement, ben là, si on le travaille pas, ça fonctionnera jamais. On pourra jamais arriver à un niveau fonctionnel d'utilisation de l'instinct. Puis l'instinct, c'est bien beau, ça va déclencher des comportements. Mais pour que le cheval soit capable de l'utiliser de façon fonctionnelle, il faut qu'il apprenne à s'en servir. Donc, l'apprentissage du cheval par rapport à ses instincts est quelque chose qui est important. Il faut lui permettre de s'en servir assez pour que ça devienne fonctionnel. Il y a une recherche, je me souviens plus du nom spécifique de ces oiseaux-là, mais des oiseaux qui font un nid en suspendu qui est tressé. Puis les chercheurs se sont demandé, je vais parler des chevaux après, les chercheurs se sont demandé, est-ce que ces nids-là, c'est un comportement acquis, donc que les oiseaux apprennent de leurs parents, ou est-ce que c'est un comportement inné qui qui relève de l'instinct que cette espèce d'oiseaux-là vont faire spontanément. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est que nos magnifiques recherches scientifiques au bien-être des animaux ont retiré des bébés oiseaux, leur ont donné des nids artificiels sur plusieurs générations, jusqu'à temps qu'ils se ramassent avec une portée d'oiseaux qui n'avaient jamais appris, que leurs parents n'ont jamais appris et que leurs grands-parents n'ont jamais appris à tisser des nids, et les ont remis dans des circonstances avec des matériaux bruts, et spontanément, ils vont regarder qu'est-ce que les bébés font. Qu'est-ce que les bébés font? Ils vont chercher à tisser des nids. C'est laid, c'est brimbal, ça tient pas, ça se défait. Ils n'ont pas l'apprentissage qui leur permet de tisser des nids, de se reproduire dedans et de les utiliser, mais spontanément, ils vont le faire. Et c'est tout ça la beauté de l'instinct, c'est qu'ils vont prendre des petites brindilles et ils vont tisser un nid. Sauf qu'il faut qu'ils apprennent et qu'ils en tissent plusieurs avant de faire un nid fonctionnel. Et pourquoi je fais le parallèle avec les chevaux? Mais c'est parce que c'est la même chose. Le cheval va tenter d'exprimer des comportements ou de faire des choses de façon brimbale, un peu n'importe comment, jusqu'à temps qu'il l'ait fait assez de fois, qu'il soit capable de l'utiliser. Si on ne le travaille pas, soit qu'il ne le développera jamais, que ça revient à notre petit oiseau en laboratoire, ou soit que ça va être notre petit oiseau qui fait des nids tout croche. C'est un cheval qui va essayer d'exprimer des comportements en lien avec ses instincts, mais ça ne sera pas fonctionnel, ça ne lui permettra pas d'atteindre le but que cet instinct-là peut atteindre. Quand on parle d'instincts qui vont gérer la régulation émotionnelle, à ce moment-là, ben, on s'étonne qu'on a autant de chevaux qui ont de la difficulté à avoir une bonne régulation émotionnelle, pour ne nommer que celui-là. Il est important. Oui, quand même. Ouais. Oui, c'est un peu quand on voit les poulains, je parle français moi, quand on voit les poulains qui jouent, en fait, ils ont l'instinct du mouvement et quand ils jouent, ils développent, ils apprennent comment bouger de manière efficace et sans se rétamer la figure toutes les 3 minutes, quoi, petit à petit. Mais oui, mais les poulains, c'est tellement génial pour ça. Parce qu'au début, c'est tellement drôle de regarder les bébés poulains avoir leur premier galop, leur premier virage serré. Genre, oui, ils le font spontanément, mais c'est caricatural à quel point ils peuvent se ramasser sur les fesses, sur la tête et sur le dos. Souvent, mais c'est exactement ça. Sauf que si ton poulain il est gardé dans un box 5 mètres par 5 mètres, ben,
Après ça, tu le mets dehors, puis tu dis, ah, je comprends pas, mon cheval de 5 ans n'a aucune proprioception. N'est pas capable de garder son équilibre. C'est ça, oui, donc l'instinct, il est là, mais si on le développe pas, ben, en fait, on le perd, quoi. Oui, oui. Parce que on oublie, on y pense pas. Ça serait logique si on y pensait puis qu'on s'arrêtait à y penser, mais le cerveau est plastique. Le cerveau vient avec toutes les possibilités de l'espèce. Sauf que c'est pas un muscle. Le cerveau, c'est pas un muscle. Mais il fonctionne un peu de la même façon, dans le sens où est-ce que plus que tu utilises une partie, plus qu'elle va se développer, et moins que tu utilises une partie, moins elle va se développer. Si tu as passé les 6 dernières années assises et je te dis lève-toi, marche, cours, il va faire un marathon, tu vas te lever, tu vas peut-être, si tu as de la chance, faire un pas et tomber en pleine face. C'est parce que tes muscles vont être atrophiés. Donc, quand on parle du cerveau du cheval, puis les instincts, c'est pas que c'est pas là, c'est pas qu'on dit au cheval, ah, regarde ça, fais tel instinct, puis le cheval le fait pas, puis on dit, ah non, il est né sans cette partie-là. Ben non, non, c'est juste que c'est pas fonctionnel, sauf que pour que ça devienne fonctionnel, il faut l'utiliser. Puis pour l'utiliser, il faut accepter que ça soit pas parfait et que le cerveau va se développer au fur et à mesure qu'on Mm. marche le chemin. Ouais, donc finalement, notre job d'humain, c'est de les accompagner à développer tout ça, toutes ces compétences-là. Mais ça a un intérêt, en fait. Comment on dit? Fais-toi l'avocat du diable. Voilà, c'est ça, là, exactement, je me fais l'avocat du diable. C'est quoi l'intérêt, en fait, en soi, de se dire, bah ouais, je vais bosser mon cheval avec ses instincts, mais pourquoi ça serait plus intéressant ou aussi intéressant que bah, d'apprendre à mon cheval à enchaîner son parcours de CSO comme j'ai l'habitude de faire? Euh, c'est une bonne question. Je veux dire, c'est quoi l'intérêt de faire du CSO? Suivez-moi, j'insulte personne, OK? Ça dépend qu'est-ce que tu veux faire. Si tu veux un cheval de famille tranquille, relax, ben, ça n'a aucun intérêt d'aller faire du CSO. Si t'aimes le sport, la vitesse, tout qu'est-ce que ça vient avec, va en faire. Si tu veux un cheval exécutant, ou est-ce que tu dictes avoir un cheval qui exécute, ça n'a aucun intérêt de développer les instincts. Ça va juste te faire chier. Fais-le pas. Ferme l'épisode. Fini. Si tu cherches à avoir un cheval avec des bonnes capacités de régulation émotionnelle, qui est capable d'exprimer ses comportements naturels, un cheval qui va avoir une gamme de comportements qui vont lui être accessibles, qui vont lui permettre de naviguer beaucoup plus facilement dans le monde de l'humain et d'améliorer ses relations sociales avec l'humain, avec les chevaux, avec le monde qui l'entoure. Si c'est ça que tu cherches, ben ça a tout un intérêt d'aller chercher les instincts du cheval parce que ça permet de sauver énormément de temps et d'énergie. Oui, on travaille les instincts, puis le plus dur quand on travaille avec les instincts, ce qu'on n'est pas habitué de faire quand on nous apprend à vivre. C'est pas juste avec le cheval, c'est beaucoup plus large que ça. On nous apprend à faire. Puis ce qui est dur quand on travaille avec les instincts, c'est qu'on ne peut pas le faire à la place du cheval. On met le cheval dans une situation et on va espérer que le cerveau prenne le bon chemin. Donc, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Donc, pour les personnes qui veulent travailler, leur lâcher prise, la résilience, le travail personnel, c'est vraiment bon parce que c'est de se mettre en contexte parce que nous, on n'a aucun pouvoir autre que préparer la situation et espérer que le cerveau de notre cheval prenne la bonne direction. Ça, c'est quelque chose qui est dur, mais après ça, ben, on sauve énormément de temps. Par exemple, les instincts exploratoires du cheval, qui sont une chose que j'adore. On est sur les chevaux explorateurs en plus. Je pense que moi, Voilà. on se rejoint là-dessus. Mais les instincts exploratoires, quand ils ont été vraiment inhibés, ça peut être très dur à repartir. Mais un coup parti, quand ton cheval voit une nouvelle chose et que son premier réflexe c'est « Hein, cool, qu'est-ce que c'est? » Beaucoup moins difficile que d'essayer de désensibiliser son cheval au monde entier. Ouais. C'est beaucoup moins de travail. Mm. Ouais, tu te dis quand c'est parti, bah oui, moi tu me penses à ma jument quand je l'ai eue qui sortait du club. Et les moments où elle a commencé, genre, à jeter un œil à l'herbe pour me dire j'aimerais bien y aller. Et là, tu dis, ouais, il y a un truc qui se réveille, quoi. Il y a cette envie d'explorer, d'aller chercher ou d'aller chercher des ressources dans ce cas-là, où elle a commencé à me montrer, bah attends, ça m'intéresse, quoi.
Et ça, c'est assez puissant de voir quand ça se réveille. Alors, c'est encore mieux quand on l'a pas perdu, mais voilà. Retraité de club, il manquait plein de choses. C'est vrai que c'est assez génial de les voir se réveiller, quoi, à qui ils sont. Oui. Puis on accède aussi à un autre niveau chez le cheval qu'on voit pas, qui est pas commercialisé, si je peux dire ça comme ça. On nous a commercialisé le cheval comme un animal de sport. On nous a commercialisé la relation avec le cheval. On nous a commercialisé l'obéissance. On nous a pas vraiment commercialisé, du moins pas encore, on essaye, de commercialiser toute la couleur de la personnalité d'un cheval qui a développé des compétences pour être capable de communiquer. Comme tu dis, ton cheval est capable. C'est des choses qui sont dures à décrire et dures à décrire comment nous, on peut se sentir en tant qu'humain. Quand ton cheval te regarde, il va pas se déconnecter pour aller à l'herbe, te tirer la laisse puis t'arracher la laisse. Il te regarde, il regarde le gazon, il te regarde, puis il est comme « Hey, humain, j'aimerais bien qu'on aille là ensemble! » Ça avait un niveau de communication qui est vraiment génial. Carrément. Mon cheval vient me chercher, puis me demande de le suivre pour aller brouter au champ. Souvent, j'ai aucun intérêt à aller faire ça, mais juste, il s'en va pas tout seul. Quand que j'arrête de le suivre, il s'arrête et il m'attend, genre, allô, qu'est-ce que tu fais? On allait brouter ensemble. Je fais partie de son activité, puis à quel point c'est plate pour moi, humain, en même temps, à quel point c'est cool que mon animal vienne me chercher de cette façon-là, sans juste faire comme, OK, toi, je te laisse en arrière, puis je m'en vais faire ma vie de mon bord. Et du coup, en fait, ces instincts-là, ils sont pas que dans la relation entre chevaux. Il y a vraiment quelque chose qui peut se construire dans la relation avec l'humain, Oui, dans la relation entre deux espèces différentes, quoi. absolument. Absolument. C'est cool. Enfin, c'est de se dire, on peut quand même utiliser ses instincts dans la création d'une relation avec nous, quoi. C'est ça qui est fou. Oui, j'ai une de mes clientes, pour ne nommer que elle, parce qu'elle a bien mis sur Internet l'évolution de son cheval. C'est intéressant. C'est la mascotte dans ma formation. Passer d'une paunette, genre, tu la flattais du regard et c'était trop, c'était un plan pour te manger un coup de pied dans pleine face. Wow. Oui. Un moment donné, la paunette est enceinte, puis j'ai dit à ma cliente, de loin, j'ai dit, fais juste te pencher, tu sais, puis flatte-la avec tes yeux, puis va regarder ses mamelles, mais penche-toi loin. Puis elle devait être à 20 mètres, puis la jument, il a balancé les pieds, parce qu'elle l'a flatté du regard, elle l'a juste regardé en se penchant, c'était too much. Wow. Et on a vraiment travaillé fort pour développer les instincts de contact on se doute qu'elle avait probablement jamais eu ou à peu près pas. Elle n'avait aucun. La première fois que son bébé, là, ce n'est pas dans l'ordre chronologique, mais la première fois que son bébé il a fait du grooming, donc il a commencé à la gratter, elle est restée figée en mode qu'est-ce que je fais là? Je vais quand même pas le kicker, mais je comprends pas qu'est-ce que je suis censée faire. Wow. C'est grave! Ouais. Puis aujourd'hui, avec l'instinct de contact développé, on a été capable d'établir une communication dans le consentement où est-ce que la propriétaire est capable de toucher son cheval à peu près partout, là. Puis la jument, elle est d'accord, volontaire, elle demande le contact. Et dans les dernières semaines, elle a un troupeau de plusieurs chevaux. Dans les dernières semaines, elle me dit pour la première fois, elle est obligée de euh, repousser cette jument-là parce qu'elle commence à devenir un peu collante, là, être un peu tâche, à être comme moi, 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 moi. À force de trop les encourager dans un truc qu'ils n'avaient pas, après on se retrouve sur le problème inverse et oups, je fais comment maintenant? Oui, mais une chose que je dis souvent, surtout à mes élèves, dans la vie sans problème, ça n'existe pas. On peut juste choisir le genre de problème qu'on peut avoir. Il y a des gens qui ont le problème de rentrer leurs chevaux dans l'écurie, d'autres qui ont le problème de sortir leurs chevaux de l'écurie. Choisis tes problèmes. Il y a des bons problèmes, des fois. Oui, absolument, absolument, mais ça n'en reste pas que quand tu arrives pour sortir ton cheval de l'écurie, puis ça te prend. OK, il faut pas être pressé, là. Moi, je suis du genre un peu. Quand j'ai du temps, ça me dérange pas. Je suis un peu laxiste parce que. Pourquoi je suis pas pressée? Genre, l'autre jour, mon cheval est resté 1 heure tout seul dans l'écurie parce que il voulait pas sortir. Moi, j'étais comme, bah, mais tant pis, j'ai d'autres choses à faire, mais je te laisse là, puis je vais te sortir quand ça va te tenter. Puis il était juste en mode, OK, ben, je reste dans l'écurie tout seul parce que j'ai envie. Je recommande pas de faire ça. Je sais que tout le monde vit pas dans un monde où est-ce que c'est réaliste de laisser le cheval
être seul dans une écurie pendant 1 heure, mais Au moins, et tu sais qu'il est capable d'être tout seul sans problème, quoi. oui, voilà. Ça me rappelle une fois quand First était en pension. Donc, il était en pension box paddock. Et il y a eu un jour où il y a eu une grosse pluie. Donc, elle a rangé tous les chevaux. Et je reçois un SMS de la gérante de l'écurie qui me dit, mais First veut pas rentrer, je fais quoi? Bah écoute, laisse-le sous la pluie, hein. Il veut pas rentrer, il veut pas rentrer. Il était bien dans son paddock, il voulait pas rentrer. Voilà. Il t'a dit ce qu'il voulait, hein. C'est pas grave. Oui. Mais c'est dur pour l'humain de laisser cette autonomie-là à l'animal, comme s'il pouvait choisir pour lui-même. Ah! Oh mon Dieu, quelle outrance! Ça fait peur, hein. Faut qu'ils apprennent à choisir pour eux-mêmes, mais après, c'est cool. Oui, oui. Puis, tu sais, à la base, parce qu'on oublie que ce sont des êtres autonomes, sont censés être des êtres autonomes aussi. Tu sais, les instincts est censé leur permettre ça. Ils sont pas nés avec quelqu'un pour s'occuper d'eux. En théorie, ils sont nés avec le cerveau qui devrait leur permettre de prendre soin d'eux. Mais c'est vachement dur, hein, ce qu'on disait, de lâcher prise, de laisser à l'autre le contrôle de ce qu'il fait. Et avec nos chevaux, bah, avec nos animaux aussi, c'est pas facile. Ouais, non, c'est vraiment pas, Mm. vraiment pas quelque chose qui est facile. Puis nous, ça nous demande des fois de se parler parce que on peut mettre plein d'interprétations. Ah, s'il vient pas, c'est qu'il m'aime pas. Des fois, c'est juste que non, tente pas. Opinion. C'est juste que l'herbe, elle est vachement meilleure que. Puis que du coup, il a pas envie de venir te voir. T'avais qu'à lui amener un seau, hein, il serait venu. Et encore, pas toujours. Ouais, c'est ça. Ou il te laisse tomber toi avec ta pochette pleine de bonbons pour aller manger du gazon et aller se promener. Te dire, hey, viens, on va aller manger du gazon ensemble au lieu de faire ton exercice plate. Dur. Bah, t'as qu'à rendre l'exercice intéressant. Oui. Franchement, Bah oui. c'est le défi des fois. Oui, puis de, tu sais, de me dire où se trouve en guillemets, la limite, une limite qui est très subjective et personnelle entre forcer mon cheval à vouloir interagir avec moi et ce degré de lâcher prise à dire, tu sais, je veux conditionner mon cheval, je veux des réponses qui sont automatiques, tout en voulant laisser à mon cheval l'autonomie, du choix, de l'intégrité de ses instincts, l'expression de certains comportements naturels, les deux n'étant pas toujours compatibles. C'est pas incompatible, mais c'est pas toujours compatible. Donc, ça fait un terrain un peu nébuleux parfois. Souvent, souvent, je Oui. trouve. Mais ouais, c'est vrai, c'est ce côté-là, tu dis, mais alors là, il faut que je fasse quoi? Qu'est-ce que j'accepte? Où je pose les limites? Qu'est-ce que je conditionne parce que j'en ai besoin? Et en même temps, si je fais ça, est-ce que je vais pas lui faire perdre un peu sa capacité de décider? Ouais, mais en même temps, de toute façon, quand on construit une communication avec le cheval, bah, on construit des habitudes et c'est conditionné ou pas? Je sais pas. Non, c'est pas toujours simple, quoi, je trouve. Non, c'est pas tout le temps simple. Tu sais, je reprendre ce que tu disais tantôt, les instincts de locomotion. Mm. Trotter, c'est bien. Avoir un cheval qui est capable de trotter de façon autonome, c'est bien. Trotter en laisse peut être bien Aussi. lorsque demandé, lorsque contrôlé. Trotter dans l'écurie quand il y a des amis partout, moins bien. Pas du tout bien. L'autonomie, le cadre, l'expression des instincts. Ah oui, mon cheval exprime ses comportements naturels de trop. Laissons-le faire. Ouais. Ouais. Non. Bah, peut-être quand il est tout seul dans son pré ou avec ses copains, mais avec moi, là, c'est pas possible. C'est ça. Mais comment? Parce qu'on a cette façon-là, l'humain, de dégoûter les chevaux de leur comportement naturel aussi. Combien de chevaux ont des problèmes d'impulsion? Combien de chevaux ont une relation toxique au mouvement? Ce sont des animaux de mouvement. C'est des bébés, ça marche, ça trotte, ça galope. Tu prends le même cheval, quelques années plus tard, tu lui demandes d'avancer, on dirait que tu es en train de le mener à l'abattoir. Il se traîne les pieds au bout de la laisse en mode non. Puis ça prend toute la motivation du monde pour être capable d'avoir un léger trot
panard que si tu lâches ta demande pendant une foulée, le cheval revient au pas. Où est-ce qu'on perd le désir, la joie, si je peux appeler ça comme ça peut être un anthropomorphisme, mais la joie du mouvement. Ouais. Et tu vois des chevaux, ils font super bien les comportements demandés, ils répondent, mais vraiment nickel. Mais il y a plus cette joie-là, cette envie. Moi, c'est vraiment un truc qui me frappe régulièrement sur certaines vidéos. Je regarde, mais ah ouais, c'est super bien exécuté techniquement, mais en fait, elle est où la joie du cheval, quoi, c'est ça. Ouais. Alors que le mouvement, enfin, elle n'a pas besoin, pas beaucoup besoin de les pousser en mouvement, en fait. Mais non, mais surtout quand ils sont jeunes, il y a certaines personnes qui me disent oui, mais moi, mon cheval est différent. Mais j'ai jamais rencontré un poulain sain et en santé. Je vais mettre l'emphase sur sain et en santé. Ça là qui a 3 pattes, on y reviendra, là, mais qui refuse de trotter ou de galoper. Hein? C'est trop drôle. Ben oui! C'est- On court, c'est des sprints, c'est des pétages de gueule, comme on disait tantôt, mais non, ce sont des animaux de mouvement. Oui, à l'âge adulte, les mouvements plus rapides diminuent en importance, en fréquence, mais il y a quand même plein de choses qui se passent dans le cerveau Mm. quand l'animal est en mouvement. Un mouvement qui fait pas mal, un mouvement qui fait du bien. C'est un mouvement qui va relâcher des endorphines. Ça va être un mouvement qui fait se sentir bien. Ouais. Puis à la place, on se ramasse avec plein de chevaux qui ont un mouvement de fuite ou un mouvement complètement à moitié mort, où est-ce que si tu le lâches pendant 1 seconde, 3 quarts, le cheval, en fait, c'est juste un pied sur le gaz, puis tu crains ta pédale de gaz. Un pied sur le break, puis tu crains ta pédale de gaz. Ça y va, mais très lentement, tu sais. C'est ça. Ah, c'est fou. Et ouais, moi, ce que je trouve souvent, c'est souvent les jeunes chevaux, on n'a pas besoin forcément de travailler le mouvement, on a besoin de leur donner enfin, un cadre, mais plus de la clarté sur comment on va interagir avec l'humain et que ça leur permet de gagner en confiance et du coup, en autonomie et tout ça et en confiance en eux. Et qu'à l'inverse, sur des chevaux souvent plus âgés ou des chevaux qui ont eu une expérience de vie des gens assez forte, une éducation assez marquée, c'est l'inverse, quoi. Alors, niveau sécurité, on n'a pas de problème, hein. Ils osent pas trop, mais du coup, il faut tout ressortir ce mouvement, quoi. C'est agrandir leurs possibilités, quoi. Ouais. Ça prend du temps, ouais. Oui, ça prend du temps. Puis je sais qu'on a un cheval en commun qu'on a croisé. C'est comme ça qu'on s'est connus Ouais. d'ailleurs, toi puis moi. Mais cette jument-là, la propriétaire m'est arrivée en mode t'es mon dernier espoir pour faire revivre mon cheval. Mon cheval fait tout, Ouais. sauf vivre. C'est autant renforcement négatif que renforcement positif. Tu veux quelque chose, le cheval va te le donner. Tu lui dis prends une décision. Mon Dieu, Seigneur, ce cheval se décomposait. C'était impossible. Comment ça? Comment ça, prendre une décision? Oui. Puis c'est un peu tragique. On veut tellement le cheval qui suit à l'épaule, puis qui écoute en laisse et qui est sécuritaire. Mon cheval, la première fois, puis je l'ai embusqué en plus, pauvre loup. Et on marchait en laisse. Il avait été très bien drillé Mm. pour ça. Mais moi, je veux un cheval qui soit capable de prendre des décisions, même si on est connectés ensemble par une laisse. Mm. Des fois, c'est toi en avant, des fois, c'est moi en avant, des fois, c'est nous deux de front, des fois, il y en a un qui suit, puis l'autre qui dirige, et un qui dirige par l'arrière, puis sans que ça soit dans une attitude de je te pousse, puis que je bouge tes pieds. Juste, on est ensemble, mais on se déplace, bref. Puis la première fois où est-ce que il y a on marchait ensemble, puis je sais pas vraiment comment que j'ai fait, mais je me suis arrangée pour me retrouver à ses fesses. Il s'est arrêté, il s'est mis à trembler. Il avait tellement peur que je le chicane. Il a figé, il s'est mis à trembler des pieds à la tête. Mais ça m'a fendu le cœur. J'étais comme, à quel point est-ce qu'on te dit qu'il fallait jamais que tu prennes aucune décision dans ta vie? Mm. Surtout par rapport à ça quand l'humain est proche, ou est-ce que je suis à côté de toi puis je suis juste pas à la bonne décision puis tu fais une crise de panique interne? J'étais comme, OK, mais
Aujourd'hui, c'est le même cheval qui prend les devants, qui m'amène au champ en me disant « Viens-t'en, humain! » Puis que Viens, on va brouter. oui, viens, on va brouter, ou viens, on s'en va prendre une marche, puis vas-y, je passe en avant, ou vas-y, je passe en avant. Ouais, viens-t'en, suis-moi, on s'en va par là-bas. Puis c'est fonctionnel, c'est sécuritaire, puis on a tous les codes, juste qu'on n'est pas obligé d'être strict et rigide toujours. Mm. Puis on revient à cette question-là de nuance de quand est-ce que c'est approprié, quand est-ce que c'est nécessaire. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, je par un mot que j'ai retenu dans ce que tu disais, c'est prendre des décisions, en fait. C'est que le cheval, ouais, on lui apprend à ne plus prendre des décisions, à laisser l'humain prendre des décisions. Et en fait, bah non, il peut prendre des décisions, il n'est pas obligé de les prendre toutes. Moi, je peux en prendre aussi. Mais et bah, quand il prend des décisions, il a plus de. Bah, il est plus aligné avec lui-même, quoi. Oui. Puis on entend de plus en plus parler, puis j'écoute aussi beaucoup de webinaires, d'interviews, des choses comme ça, avec les personnes qui travaillent en éthologie, des personnes qui parlent du bien-être animal, et systématiquement, puis si les personnes qui écoutent ce podcast n'en ont pas encore entendu parler, ben vous allez en entendre parler maintenant, mais je ne suis pas la seule qui en parle, et ça se parle de plus en plus. Un des facteurs clés pour le bien-être animal est le choix. L'importance du choix. Nos chevaux, je pense qu'on ne réalise pas à quel point ils vivent dans un monde de pas le choix. Tu choisis pas où tu vis, tu choisis pas tes amis, tu choisis pas ce que tu manges, tu choisis pas quand tu manges, tu choisis pas la diversité de ton alimentation, tu choisis pas quand tu travailles, tu choisis pas où tu travailles, tu choisis pas comment tu es touché, à quelle fréquence que tu es touché, à quelle intensité que tu es touché. Avec un humain sur ton dos, tu ne choisis pas ni ta direction, ni ta vitesse, ni ton allure, ni le début de la séance, ni quand. Mais il est où le choix de l'animal là-dedans? Où est-ce qu'on ne les cassera pas en leur demandant tu veux-tu la brosse bleue ou la brosse rouge? J'exagère sur les couleurs, mais tu veux la brosse douce ou la brosse dure? C'est une façon vraiment banale de remettre du choix dans la vie de l'animal et Bah oui. lui donner une meilleure qualité de vie. Mais pour ça, ton cheval ayant envie de prendre des choix, ça lui prend des instincts. Si je reviens au sujet de départ. Et pour que ton cheval prenne plaisir au toucher, ben on parle des instincts de contact physique, de grooming, de tout ce que le cheval a comme programmation interne pour être capable d'apprécier le contact, parce que ce sont des animaux de contact, c'est pas des animaux qui se toucheront jamais. Mais il se touche pas n'importe comment. Non, pas n'importe quand, pas n'importe comment, parfois pas avec n'importe qui, sauf que contact physique fait partie de leur répertoire de base. Ouais, bah oui. Mais ouais, c'est impressionnant. Et non, parce que je trouve intéressant dans ce que tu as dit, qui m'a marqué aussi tout à l'heure, c'est que tu parlais de l'instinct de régulation émotionnelle. Et tu vois, de me dire, mais en fait, c'est quelque chose qu'ils ont déjà en eux, cette capacité de réguler leurs émotions, c'est fou, quoi. C'est ouais, c'est avec mon chien, là, que je galère un peu à l'accompagner et à le trouver, mais c'est tellement important. Mais imagine ça, mets ça là, un cheval, aucune capacité de régulation émotionnelle, rencontre un prédateur dans la nature. Le prédateur, boue. Cheval, ah! 50 heures plus tard, le cheval, ah! Meurt d'une crise cardiaque parce qu'il s'est jamais arrêté pour se réguler émotionnellement. Arrive au paradis des chevaux, pourquoi t'es mort? Couru jusqu'à plus capable. Ouais. C'est pas comme ça que ça marche. C'est prédateur, boue, cheval, ah! Parcours une distance. Est-ce que prédateur est encore là? Non! Fou, soufflé, retour au stade initial. Régulation émotionnelle. Je pensais à une copine qui m'a raconté, elle avait un cheval qui était capable de rentrer dans les arbres, de foncer dans un arbre, quoi. Et c'est un peu ce côté-là. Bah, il n'a pas fait attention, mais en même temps, il n'a pas eu la réflexion de passer à côté, quoi, de prendre cette décision. Bah non, tu vas pas foncer dans l'arbre, il faut que tu l'évites, en fait. Mhm. Et c'est ça, enfin, de réguler un peu le cerveau pour dire non, mais il faut faire quelque chose, là. Oui, des chevaux d'école, j'en ai croisé tellement. Faut que tu leur dises quand tourner parce que s'il y a un mur qui s'en vient devant eux puis que l'élève dit pas tourne, le cheval va rentrer dans le mur. Pas trop galop, aucune distinction. Si tu donnes pas de commande, le cheval continue en mode cruise control jusqu'à temps littéralement de frapper un mur.
Genre, un minimum d'instinct de survie, c'est bien aussi, là. Ça peut servir. Oui, ça peut être pratique. En fait, ils sont pas là par hasard, ces instincts. Ils ont vraiment une fonction, quoi. Oui, on veut pas qu'ils jouent contre nous. Oui, c'est plate quand que l'instinct de survie se retourne contre nous. En même temps, qu'est-ce qu'on a fait pour le provoquer? Ça, c'est une autre question. Ouais, surtout. Mais parlant de l'instinct de survie, c'est le seul instinct qu'on veut pas et c'est le seul instinct qu'on développe à bloc. Parce qu'on est tout le temps en train de pousser nos chevaux dans... Ouais. Traditionnellement, on nous enseigne, ben fais-lui peur pour lui enseigner que ça fait pas peur. Non, le cerveau, c'est fais-lui peur, il a peur. Oui. Il a peur, développe les instincts de survie. Inhibe les instincts de survie, erreur, stress chronique, problème de conflit. Il y a d'autres choses qui viennent avec ça, mais on nous enseigne traditionnellement à rouler sur l'instinct de survie pour inhiber l'instinct de survie au lieu de développer un chemin alternatif que le cerveau va chercher à apprendre naturellement parce que c'est moins énergivore que l'instinct de survie. Mm. Et, et en plus, c'est pas conscient. Je veux dire, on va pas volontairement pousser le cheval dans ses instincts de survie et on va utiliser des mots qui ne disent pas que c'est ce qui se passe. Je pense qu'on n'a pas forcément formalisé. Mais en fait, oui, bah, quand tu pousses ton cheval jusqu'à temps qu'il fasse ce que tu veux, et ben, s'il se met en défense et que tu continues, tu actives l'instinct de survie et en même temps, tu continues à... C'est ça, c'est une fois qu'il est activé, tu dis, bah non, on ne peut pas le prendre en compte, quoi. Mais, euh, mais c'est pas formulé comme ça et c'est pas forcément conscientisé comme ça, je pense. Ah non. Ben non. Qui irait acheter une méthode qui va dire hey, moi, je vais te sous-stimuler le cheval, sous-stimuler ton instinct de survie et arriver au mode où est-ce qu'au bout de la route, ça crache, ou est-ce que tu as un cheval qui est en inhibition complète ou qui est en résignation ou que il est complètement tétanisé et c'est à ce moment-là que je vais te redonner ton cheval pour te dire qu'il va bien. Qui va acheter ça? Personne. Bah, si on le dit comme ça, non. Mais c'est ça. Mais pourtant, qu'est-ce qu'on fait? Ah, ben ton cheval a peur des sacs, ben pourchasse-le avec un sac jusqu'à temps qu'il arrête de réagir au sac. C'est exactement la même chose. Oui, mais non, c'est quand il s'arrête, on enlève le sac, donc du coup, ça renforce quand même le fait qu'il s'arrête. Oui, effectivement. Et ça ancre ton état émotionnel. Ouais. Qui n'est pas celui qu'on veut. Qui n'est pas celui qu'on veut. Non. Est-ce qu'on peut renforcer un état émotionnel littéralement selon les définitions? Non. Sauf que des ancrages, c'est possible. Donc, on utilise en programmation neurolinguistique, qu'on connaît certaines formes de toucher, surtout tactile, mais ça peut être d'autres choses. Ton bracelet porte-bonheur, quand que tu le vois, t'es content, ancrage émotionnel. Ouais. Quand que tu te flattes comme ça fait en sorte que tu t'apaises. Ancrage. Mm. C'est des ancrages. Quand que quelqu'un te touche d'une certaine façon, ça te réveille une émotion. Ancrage. Ouais, c'est un peu enfin, le conditionnement classique, en fait. Oui. Même si c'est pas renforcé au terme renforcement positif, renforcement négatif, puis voir plus d'une émotion. Non. Sauf que oui, comme tu dis, oui, c'est le principe du conditionnement classique, où est-ce qu'on peut venir ancrer une émotion associée consciemment ou inconsciemment à quelque chose. Un contexte, à un objet, à une demande. Absolument. Ouais. Là, on se ramasse avec des réponses émotionnelles involontaires à des stimulations qu'on comprend pas pourquoi que. Ouais, mais il y a une bonne raison derrière, même si on la comprend pas. Et même si on considère que la raison, elle est pas bonne, dire à quelqu'un qui fait une crise de panique, ben voyons donc, t'as pas rapport, il n'y a pas de raison de faire de crise de panique, arrête, t'as jamais réglé une crise de panique de la vie. Jamais. Personne n'a fait ah, ben, t'as bien raison. Je suis en train de paniquer, je pense que je vais mourir, le cœur va m'arrêter. Mais non, c'est bon. J'ai pas besoin de paniquer, tout va bien. C'est la même chose pour ton cheval. Il a peur, il a peur, il a C'est mal, ça. il a mal. Même si tu vas lui dire qu'il a pas raison d'avoir peur ou qu'il a pas raison, ça change pas. L'émotion, l'état, il est là, là. C'est ça. Faut que tu fasses avec qu'est-ce qui est là, là. Moi, j'ai peur des escargots. Genre, le truc, Les escargots. c'est improbable. Mais en fait, ça me permet d'être plus tolérante envers mes chevaux en me disant,
Ça n'a pas de sens d'avoir peur des escargots, mais c'est pas grave, c'est un truc que je contrôle pas. Et du coup, je peux comprendre que mes chevaux aient des peurs qu'ils ne contrôlent pas. Notamment que Félix, il a peur des humains, mais c'est un truc qu'il ne contrôle pas, quoi. Même si on a fait plein de choses pour l'accompagner et qu'il a fait plein de progrès. Ce qui n'empêche qu'à la base, il y a eu une association sûrement quelque part de peur. Et puis du coup, bah, aujourd'hui, il fait pas ses réactions, il fait pas semblant. C'est vraiment parce que bah, ça lui fait peur, quoi. Et c'est vachement ancré en lui. Et quand je compare du coup à mes peurs et ma peur qui peut paraître vachement irrationnelle, je dis, ah oui, bah, en fait, c'est juste qu'il fait pas exprès, quoi. Non, ils font pas exprès, puis les émotions, c'est une autre chose. Toutes les émotions sont à la base normales, naturelles et ont une fonction. On ne les veut pas exacerber, mais chaque émotion sert à quelque chose. Mm. Et ensuite, ben, comment est-ce qu'on la développe? À quel point est-ce qu'elle est saine? Comment est-ce qu'on régule les émotions? Tout ça va venir influencer dans le développement du cerveau et dans l'expression des comportements, va être influencé par tout ça. Mais c'est comme les instincts. Ce sont des choses qui sont là à la base. Mm. Sauf que si ton cheval, je reprends ton cheval que je ne connais pas, qui a peur des humains, ben plus que on lui fait peur, plus qu'il va avoir peur. Donc, si on veut qu'il ait moins peur, faut pas lui faire peur. C'est un peu contre-intuitif. On dit, je veux pas qu'il ait peur. Quand il a peur, ben, je vais alimenter la peur pour lui montrer que ça fait pas peur, mais ça marche pas. C'est ce qu'on nous montre à faire. Bah, ça marche, mais ça l'éteint. Oui. Enfin, j'ai pas essayé, mais je suis à peu près sûre, c'est ce que... Quand il est arrivé chez moi, il avait un licol. Ils ont réussi à lui mettre le licol. Moi, j'ai pas réussi depuis. Mais juste parce que si on le coince dans un coin de box et qu'il a plus le choix, on peut y arriver. Mais ça veut pas dire qu'il a pas peur, quoi. Que c'est... Ça marche pas comme on voudrait, quoi, quand on veut respecter le cheval et ses émotions. Ouais. Ça aussi, ça nous met un coup d'humilité et de lâcher prise. Oh oui, grande leçon d'humilité. En fait, il a pas besoin de moi, il vivrait très bien sans moi, lui. Oups. Ouais. C'est que si on veut travailler selon les états émotionnels de l'animal, là, je dis pas qu'il faut rien faire. Je suis absolument pas une puriste et une extrémiste de... Là, on a une conversation qui est très spécifique, mais je suis pas une puriste et une extrémiste de dire ah, il faut rien faire avec les chevaux, il faut les laisser vivre, il faut les laisser... Non, non, c'est pas ça l'idée en arrière de tout ça. Puis, ma petite parenthèse, pour dire, si je veux respecter mon cheval dans une partie de ses choix, dans ses émotions, si je veux aller dans la gamme du consentement, si je veux développer les instincts de mon cheval, ou est-ce que je veux un cheval qui soit fonctionnel, ça prend aussi une approche qui va être cohérente avec tout ça. La fameuse approche te force à tout faire sera pas efficace parce que si tu veux que ton cheval ait envie d'être là, mais que tout ce que tu fais, c'est le faire chier, ça fonctionnera pas et on arrive au résultat, ben le cheval, si j'y laisse le choix, il va toujours choisir de rien faire. Parce que tu n'as absolument rien d'intéressant pour lui et de constructif à lui proposer. Mais c'est vraiment ça, oui, c'est se questionner sur, mais en fait, qu'est-ce que moi je fais? Et comment je rends les choses intéressantes? Et je trouve aussi qu'on a beaucoup, toute cette éducation, enfin, tout lié au conditionnement opérant, mais on réfléchit à la motivation du cheval par rapport à ce qu'on va lui apporter après le comportement, par rapport au renforcement. Et que ça soit, voilà, à peu près toutes les approches équestres que je connais aujourd'hui, soit on retire quelque chose d'inconfortable, soit on ramène un truc confortable. Et dans cette vision-là, on a toujours, nous, bah, ce contrôle sur ce que fait le cheval par le conditionnement opérant, par les renforcements. Et ben voilà, toutes ces questions autour de l'instinct, de la motivation intrinsèque et tout ça, c'est de revenir à qu'est-ce qu'on met avant, comment on rend les choses intéressantes de base pour le cheval pour diminuer l'importance de tous ces conditionnements qu'on met après. Et c'est pas facile. Mais du coup, ça implique de se questionner sur ce qu'on propose au cheval et pas seulement comment on l'encourage à répéter ses comportements. Oui. Et c'est là-dessus que nous allons terminer cet épisode. Dans le prochain épisode, je te partagerai la suite de cette conversation passionnante avec Milly, où nous avons continué à aller creuser le lien entre les instincts et la motivation intrinsèque, et d'autres notions comme le choix et le consentement. À très vite pour la suite. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés.
Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram @leschevauxexplorateurs. Et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt!